Dans les vidéos précédentes, nous avons tout d'abord construit une courbe de demande D, puis une courbe d'offre O, pour un marché fictif de la tomate. Nous allons maintenant voir comment l'offre et la demande interagissent pour déterminer le prix de marché dans un marché concurrentiel. Le prix qui sera payé et perçu sur le marché correspondra à l'intersection des deux courbes, au point appelé E comme équilibre. Le prix correspondant est appelé prix d'équilibre P étoile. Dans notre exemple, il est de 4,50 €. La quantité correspondante est appelée quantité d'équilibre Q étoile, et dans notre exemple, elle est de 45 kg. L'équilibre décrit une situation dans laquelle aucune force ne pousse au changement. Personne n'est incité à modifier le résultat, c'est-à-dire le prix ou la quantité consommée ou produite, dans le cas de l'offre et de la demande. Les physiciens parlent aussi d'équilibre dans le cas d'un poids suspendu à un ressort. Deux forces s'exercent sur ce poids, la gravité qui le tire vers le bas et le ressort qui le tire vers le haut. Dans le cas où je tire le poids vers le bas et que je l'éloigne de sa position d'équilibre, le ressort va exercer une force plus forte pour le ramener vers sa position d'équilibre. La force exercée peut le ramener au-delà de sa position d'équilibre. La gravité va alors exercer une force plus forte pour le ramener vers sa position d'équilibre. Le poids peut osciller un moment autour de sa position d'équilibre avant de la rejoindre. Les deux forces en jeu, le ressort et la gravité, contribuent à ramener le poids à sa position d'équilibre. Nous retrouvons le même mode de fonctionnement en ce qui concerne le marché. Les deux forces en jeu sont la demande et l'offre. Imaginons que le prix soit en dessous du prix d'équilibre, à 2 € le kilogramme par exemple. Nous lisons sur le graphique, la quantité offerte est de 20 kg, la quantité demandée est de 70 kg. La demande est supérieure à l'offre, on dit que la demande est excédentaire. Concrètement, il y a trop d'acheteurs et pas assez de produits. Les acheteurs se font concurrence et certains, pour obtenir ce qu'ils veulent, seront prêts à offrir un prix plus élevé. Le prix va donc augmenter. Ainsi, à chaque fois que le prix est inférieur au prix d'équilibre, une force le ramène vers le prix d'équilibre. Imaginons maintenant que le prix soit au-dessus du prix d'équilibre, à 7 € le kilogramme par exemple. Nous lisons sur le graphique, la quantité demandée est de 20 kg, la quantité offerte est de 70 kg. L'offre est supérieure à la demande, on dit que l'offre est excédentaire. Il y a peu d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Les vendeurs se font concurrence. S'ils veulent vendre leurs produits, ils doivent baisser leur prix. Le prix diminue donc. Ainsi, à chaque fois que le prix est supérieur au prix d'équilibre, une force le ramène vers le prix d'équilibre. Quand le prix correspond au prix d'équilibre, les demandeurs obtiennent exactement la quantité qu'ils souhaitent acheter à ce prix et les offrants vendent exactement la quantité qu'ils sont disposés à vendre à ce prix. Les vendeurs voudraient bien que le prix augmente, mais cela ferait diminuer la demande et ils ne pourraient pas vendre tous leurs produits. Les acheteurs voudraient bien que le prix diminue, mais dans ce cas-là, l'offre va diminuer et il n'y aura pas assez de produits à acheter. À l'équilibre, les deux forces s'équilibrent de manière à ce que ni les vendeurs ni les acheteurs ne soient incités à modifier le prix ou la quantité échangée. Dans les économies de marché concurrentielles, les prix effectifs tendent vers le prix d'équilibre, auquel l'offre et la demande sont égales. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Elle ne signifie pas que le prix est situé à tout moment à l'intersection des courbes d'offre et de demande. Comme dans l'exemple du poids et du ressort, le prix peut osciller pendant un certain temps au cours de son processus d'ajustement. Ce que dit en revanche la loi de l'offre et de la demande, c'est que l'on a des chances de voir se manifester ces forces de changement quand on n'est pas à l'équilibre. Enfin, notre analyse porte sur un seul marché, sans tenir compte de ce qui se passe sur les autres marchés.
On parle d'analyse en équilibre partiel. Or, les différents marchés sont interdépendants et ce qui se passe sur un marché a souvent une incidence sur un autre marché. Dans le cas de biens substituables, par exemple si le prix des pâtes augmente, la demande de riz peut augmenter. En effet, des acheteurs jugeant le prix des pâtes trop élevé préféreront acheter du riz. Ce qui se passe sur le marché des pâtes a donc une incidence sur le marché du riz. Dans le cas de biens complémentaires, par exemple si le prix de l'essence augmente, la demande de 4x4 risque de diminuer. Les acheteurs préféreront acheter des véhicules qui consomment moins d'essence. Une variation du prix sur le marché des carburants a donc une incidence sur le marché des 4x4. Enfin, si nous revenons à la représentation simplifiée de l'économie que nous avions déjà évoquée, selon laquelle il y a trois grands marchés, le marché des biens et des services, le marché du travail et le marché du capital, nous retrouvons le même type d'interaction. Par exemple, une augmentation des salaires sur le marché du travail aura une incidence sur la quantité de biens et de services demandés par les ménages sur le marché des biens et des services. Avec plus de revenus, les ménages peuvent acheter plus de biens et de services. Une augmentation de salaire peut aussi avoir une incidence sur la quantité de capital demandé par les entreprises. Si les salaires sont trop élevés, les entreprises préfèrent utiliser du capital, c'est-à-dire des machines, plutôt que des travailleurs. La demande de capital va donc augmenter. L'approche en termes d'équilibre général prend en compte toutes ces interactions. Pour Léon Walras, l'un des économistes néoclassiques les plus célèbres, l'économie est en situation d'équilibre général lorsque tous les marchés sont simultanément en équilibre.